Chers auditeurs et auditrices, on est consciente que cet épisode arrive dans une période politique très incertaine, très flippante, et qu'il n'a vraiment rien à voir avec la choucroute. Donc on voulait quand même vous faire un petit message, pré-second tour des élections législatives, pour vous dire de ne pas oublier d'aller voter contre les fachos dimanche, et aussi, de manière générale, de garder espoir en cette période difficile, et de continuer à se battre. Allez, bonne écoute! Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On s'appelle toujours Anna et Fanny, et aujourd'hui, on va dans un lieu un peu inhabituel, pas pour nous, mais on va dire pour le podcast. On va dans un parc d'attractions, parce qu'on va vous parler de C'est du délire, la nouvelle comédie musicale du parc Astérix. Alors pour moi, c'est assez inhabituel les parcs d'attractions. Je crois que les auditeurs et auditrices ont compris que c'était quand même toi qui avais une passion particulière pour ces lieux, mais je jure qu'un jour on ira ensemble à Disneyland ou au parc Astérix ou ailleurs, on verra et on vous en parlera puisque les comédies musicales, on en trouve dans beaucoup de parcs d'attractions. On va faire une mise en place de ce contexte-là avant de parler spécifiquement du parc Astérix. Donc Fanny, déjà raconte comment tu as réussi à t'incruster au parc Astérix. Eh bien, parce que je suis galvanisée par la popularité que commence à acquérir All That Jazz et que j'ai tout simplement pris mon petit courage à deux mains et envoyé un mail sur le formulaire de contact du parc Astérix en cochant la rubrique influence parce que c'est vraiment le podcast d'influenceuse comédie musicale All That Jazz. Et voilà, je me suis dit, évidemment, ça va tomber dans les limbes de la machine parc Astérix. Eh bien, que nenni, dès le lendemain ou 2 jours plus tard, j'avais un mail d'une charmante personne qui me proposait de venir très rapidement pour découvrir cette nouvelle comédie musicale. Donc déjà, nous sommes au mois de juin, donc à mi-année, je peux déjà dire que c'est ma plus grande fierté de l'année. Alors moi malheureusement j'ai pas pu venir pour des questions d'organisation, mais en tout cas je veux pas spoiler l'épisode, mais tu m'as donné plutôt envie d'aller voir ce qui s'y trame. Mais avant de parler de C'est du délire, est-ce que tu peux nous faire un petit point justement sur ce qu'on disait, les comédies musicales et les parcs d'attractions, quel est le lien qu'on peut faire ? Alors, chez Disney, ça date de bien longtemps. Alors, j'ai voulu très rapidement hier essayer de faire un petit peu la chronologie de tout ça, mais en fait, j'ai pas réussi à trouver de la documentation détaillée. Il faudra vraiment qu'on s'y penche à une autre occasion de cette vaste question des liens entre comédie musicale et parc d'attractions. Mais chez Disney, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sinon dès l'ouverture, mais je pense quasiment dès l'ouverture, ou en tout cas très rapidement, donc l'ouverture bien évidemment du premier parc Disneyland en 55, très rapidement, on a produit des spectacles dans les parcs qui mettaient en scène les personnages qu'on avait rencontrés dans les films d'animation. Spectacles qui ont rapidement ou non, là encore ça sera à éclaircir quand on fera sérieusement, on va dire, ce point historique, pris la forme de comédie musicale. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, chez Disney, c'est une forme très établie d'avoir dans les parcs des spectacles qui sont des adaptations plus ou moins fidèles des dessins animés, donc en comédie musicale. D'ailleurs, certains dessins animés reprenant la formule comédie musicale du film, c'est par exemple le cas de la comédie musicale sur La Reine des Neiges, qui est présente à Disneyland Paris, qui est une formule sing-along qui reprend donc les chansons clés du film, et notamment bien évidemment Libéré, délivré. Donc là, c'est une adaptation directe finalement du film dans le spectacle du parc. Je pense aussi au spectacle du Roi Lion, que je n'ai pas eu l'occasion de voir à Disneyland Paris, mais qui est, je le sais, de très très haute qualité, mais qui est à la fois sensiblement différent du film et aussi de la comédie musicale qui se joue encore dans le West End et à Mogador. Et donc parfois on a même des créations de comédies musicales à partir de films Disney qui ne sont pas des comédies musicales. Et je pense par exemple au spectacle de Nemo à Disney Animal Kingdom, qui est donc un des parcs Disney de Floride. Donc une comédie musicale avec les personnages du dessin animé Finding Nemo, qui a été composé et écrit rien de moins que par les auteurs de Frozen, puisque c'est Robert Lopez et Christine Anderson Lopez qui ont créé cette comédie musicale, donc expressément pour Disney Animal Kingdom. Donc là, par exemple, c'est une des petites choses qui me font encore plus envie d'aller découvrir les parcs Disney aux États-Unis.
Mais j'avoue, j'ai pas eu le temps de faire un catalogue exhaustif de tous les spectacles qui se sont joués dans tous les parcs, mais on va dire ça, c'est pour un prochain épisode ou un prochain projet de All That Jazz. Si on revient sur Paris, à Disneyland Paris, il est de notoriété publique que c'est un parc qui se distingue des autres parcs Disney par une très forte expertise en matière donc d'entertainment, et donc chez Disney par entertainment, on entend les différents spectacles. Alors il faut savoir aussi que chez Disney, le terme de spectacle recoupe des choses assez différentes, hein. Ça peut être les parades, ça peut être les spectacles dans des théâtres. Mais à Disneyland Paris, c'est reconnu que nous avons beaucoup de spectacles, notamment en comparaison des autres parcs Disney, et des spectacles de qualité. Alors, ça tient sans doute à différents facteurs. Déjà, parce que je pense qu'il y a un vivier d'intermittents qui savent aujourd'hui aussi que Disney est un des principaux employeurs, je pense, en termes de nombre dans la région parisienne. Aussi, parce que Disneyland Paris, alors c'est toujours un peu le marronnier hein, quand on parle de Disneyland Paris, mais on sait que c'est un parc qui a été conçu avec comme point principal que en Île-de-France, il ne fait pas beau et donc qu'il faut construire des lieux abrités. Et les théâtres sont apparus comme des lieux adéquats. Donc, on a construit beaucoup de théâtres à l'ouverture du parc. Donc, on va dire, fallait aussi les remplir avec des spectacles. Donc, il y a quelque chose aussi de très pragmatique qu'un spectacle, c'est au moins quelque chose que vous pouvez faire même quand il pleut à torrent. Et enfin, il y a un troisième élément qui est sans doute à souligner aussi, c'est que Disneyland Paris met de l'argent dans ses spectacles, avec parfois des innovations, des expérimentations, mais il y a une vraie créativité en matière de spectacle. Et aussi parce que Disneyland Paris fait le choix d'aller puiser dans un vivier de gens qu'on connaît bien aussi et qui sont des experts en matière de comédie musicale. On pense notamment à Julien Baptiste qu'on avait eu l'occasion de rencontrer pour la production de Kinky Boots, qui est un habitué des spectacles de Disneyland Paris. Et de tout ça, il y a moyen qu'on en reparle assez vite au sein donc de notre fameuse série Disney. Faut pas oublier ça, Fanny. Faut pas oublier de la lancer parce qu'on a fait un épisode 0. Là maintenant, il va falloir qu'on s'y mette, et donc ça fera partie des sujets qu'on va sûrement aborder, et pour lesquels on va pouvoir, j'imagine, interviewer des gens pour en savoir plus. Bah oui, j'espère bien. Ne t'en fais pas, nous n'allons pas oublier Disney. Je pense que les auditeurs et auditrices vont nous le rappeler aussi si dans quelques mois on n'a pas commencé la série, je pense qu'on aura des petits « vous aviez prévu quelque chose ?» Puisque c'est un sujet qui évidemment intéresse aussi beaucoup nos auditeurs et auditrices comme plein de gens, parce que Disney, c'est Disney. Du coup, dans la continuité de ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette importance de l'offre de spectacles dans les parcs d'attractions ? C'est quoi l'intérêt en fait pour les parcs d'attractions de produire des comédies musicales ? Ça permet de développer un univers, une licence que le public aime à retrouver. Par exemple, dans le cas de Disney, on peut inventer de nouvelles choses avec les personnages qu'on connaît bien. J'avais cité le cas du Frozen Sing-Along. Là, on est totalement dans l'idée de prolonger en quelque sorte le bonheur procuré par le film en étant acteur finalement du film, puisqu'on va rechanter la chanson avec les personnages. Et aussi, comme je le disais tout à l'heure, de façon plus prosaïque, un spectacle c'est bien quand il pleut. Un spectacle c'est bien aussi pour réguler les files d'attente, puisque au moment où tu as des personnes qui sont en train de regarder un spectacle, c'est des personnes qui sont pas en train de faire la queue dans des attractions. Donc voilà, ça permet d'éviter aussi qu'il y ait trop de monde en même temps sur les mêmes attractions. Alors, petite question, selon toi, c'est quoi les enjeux spécifiques d'une comédie musicale qui va être produite au sein d'un parc d'attractions ? Comment on écrit une comédie musicale pour ce contexte très spécifique ? On va dire que c'est un vrai challenge, parce que quand on a quelqu'un qui va voir une comédie musicale dans un parc d'attractions, il faut bien se dire en tête qu'elle s'est pas spécialement préparée à voir ce spectacle-là. Peut-être qu'elle ne savait même pas qu'il y avait un spectacle, parce que c'est sûr que les gens vont dans des parcs d'attractions avant tout pour faire ce qu'on peut appeler des manèges, des rides, que ce soit des choses à sensations fortes ou pas. Mais les spectacles sont moins spontanément identifiés par le visiteur, qu'on pourrait qualifier de visiteur ordinaire, que les attractions. Donc, quelqu'un qui va voir une comédie musicale dans un parc d'attractions, peut-être que c'est quelqu'un qui n'aime pas la comédie musicale, peut-être que c'est quelqu'un dont c'est la première comédie musicale,
Donc autant de choses qui impliquent d'être sur des formules extrêmement efficaces. C'est aussi d'ailleurs un public qui est peut-être fatigué, parce que peut-être que le public a atterri dans le théâtre tout simplement parce qu'il en peut plus de marcher sous la pluie ou sur le soleil et qu'il a juste envie de se poser pour manger son sandwich. Et là je cite des podcasteurs fans de parc qui parlent des attractions ou des endroits faits pour manger les sandwichs. Donc voilà, c'est pas un public qui va être forcément hyper motivé par le spectacle. Donc c'est autant de pression en plus, presque pour les auteurs et pour les interprètes, de faire quelque chose d'extrêmement efficace, d'extrêmement clair aussi, parce que je pense que c'est un public qui, aussi parce qu'il est fatigué, il va décrocher très rapidement, donc on peut absolument pas le perdre. Il faut aussi rappeler que ce sont des spectacles qui en général sont assez courts. Hein. On n'est pas au-delà d'une demi-heure de spectacle parce que, encore une fois, les gens sont pas forcément là pour ça. Ils hésiteraient même, j'imagine, à perdre, entre guillemets, trop de temps assis dans un théâtre si on leur annonce un spectacle de 2 heures. Du coup, venons-en au sujet de notre épisode, en fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le contexte de l'arrivée de la comédie musicale au parc Astérix ? C'est vrai que contrairement à Disney, dont les spectacles peuvent être facilement identifiés à la comédie musicale, puisque Disney produit au cinéma des comédies musicales, il n'y a pas ce lien avec le parc d'Astérix, puisque le parc Astérix, je le rappelle pour les quelques extraterrestres qui nous écoutent, c'est un parc construit autour de l'univers de la BD Astérix le Gaulois, donc le héros créé par Goscinny et Uderzo. Donc, il n'y a pas ce lien d'Astérix avec la comédie musicale, aussi parce que c'est une série française, donc la France est moins traditionnellement associée à la comédie musicale. Pour autant, il y avait quand même une longue tradition de spectacle au parc Astérix. Quand j'étais petite et que j'avais fréquenté le parc Astérix, à l'époque, il y avait notamment le fameux spectacle des dauphins, donc évidemment ce type de spectacle est aujourd'hui, je sais pas si c'est interdit ou en tout cas, on s'est rendu compte que c'était pas forcément une bonne idée d'avoir des animaux en captivité juste pour l'entertainment du public dans des tout petits bassins. Donc ça a été remplacé, alors je me souviens plus quand ça a été remplacé, mais il y a quelques années il me semble, par un spectacle de plongeurs, voilà, parce qu'il y a quand même un bassin. On peut mettre une attraction dans ce bassin, donc il y a un spectacle de plongeurs. Il y a aussi un spectacle très connu du parc Astérix que j'ai jamais eu l'occasion de voir, qui s'appelle Main basse sur la Joconde. C'est un spectacle qui date, qui a déjà 25 ans apparemment. Alors c'est à moitié comique, à moitié des cascades. Je crois qu'il y a aussi un peu de BMX dans tout ça. Bon, apparemment c'est vraiment très connu, mais j'avoue que je suis pas une experte de spectacle de parc d'attraction, donc je ne l'ai pas vu, mais c'est le truc du parc Astérix. Il y a aussi d'autres spectacles, il me semble, avec des animaux. Voilà, il y a une offre de spectacles assez importante, comme dans tout parc d'attractions, à vrai dire. Hein. En fait, quand on s'y intéresse un peu, on voit que tous les parcs ont leurs spectacles plus ou moins connus. Mais il y avait, pour le moment, pas de comédie musicale. Et c'est vraiment sous l'impulsion de quelques personnes. J'ai l'impression que ces histoires de développement de la comédie musicale, c'est toujours cette histoire-là. Il y a toujours à un moment donné quelqu'un qui va faire de l'entrisme pour amener de la comédie musicale dans un lieu où elle n'est pas, elle n'est pas déjà établie. Eh bien, cette fois, c'est donc Hervé Bruno, qui est donc directeur de la division spectacle, si je dis pas de bêtises, du parc Astérix, qui est un fan de comédie musicale et donc voilà, qui a proposé cette idée, cette merveilleuse idée de faire entrer la comédie musicale au parc Astérix. Et j'ai appris que ça avait été décidé sous la forme d'un appel d'offres. Donc voilà, on propose aux auteurs-compositeurs candidats de livrer un scénario et des chansons. Et cet appel d'offres a été donc remporté par Ludovic Alexandre Vidal et Julien Salvia, qui sont un duo d'auteurs-compositeurs bien connus dans le milieu de la comédie musicale. Alors justement, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus précisément l'équipe artistique de cette comédie musicale C'est du délire? Donc, Ludovic Alexandre Vidal et Julien Salvia sont un duo d'auteurs qui ont déjà à leur actif un certain nombre de comédies musicales à Paris. Pas mal de spectacles jeunes publics, notamment Le Tour du Monde en 80 jours ou encore Les Aventures de Tom Sawyer. Alors, c'était pas tout à fait la première fois qu'ils collaboraient pour le parc Astérix, parce qu'apparemment, ils avaient déjà composé une chanson de Noël pour le parc Astérix, mais j'ai pas tout à fait bien compris ce point-là. Je renverrai de toute façon à la fin de l'épisode à d'autres podcasts qui les ont interviewés et qui ont de l'information, on va dire, de première main à leur sujet. Mais voilà, c'était évidemment des pros de la comédie musicale et des gens qui n'étaient pas tout à fait étrangers à l'univers du parc d'attractions, parce qu'il s'avère que ce sont aussi de très grands fans de parcs d'attractions. Donc je pense vraiment il y a un lien entre comédie musicale et parcs d'attractions, c'est évident.
La mise en scène est aussi signée de Julien Salvia. Et l'orchestre qui a enregistré la bande son, parce que voilà, c'est pas un spectacle qui a des musiciens permanents, évidemment, là pour le coup c'est quand même trop coûteux, mais c'est un spectacle sur bande son et c'est l'orchestre des Frivolités qui a enregistré cette bande son. Alors Fanny, tu as compilé quelques chiffres concernant cette comédie musicale. Oui, quelques chiffres pour vous montrer que le parc Astérix, tout simplement, a mis les moyens dans ce nouveau projet, puisqu'on parle d'un investissement de 3 millions d'euros. Un spectacle, je ne l'ai pas encore mentionné, qui se joue donc dans un théâtre intérieur, qui est le théâtre de Panoramix, qui a une capacité de 600 places. Donc on voit aussi que ça peut en embarquer du monde et réduire les files d'attente à Toutatis ou Grand Splat et compagnie. Donc 600 places assises et un théâtre rénové pour l'occasion. Un spectacle donc d'une trentaine de minutes qui se joue jusqu'à 5 fois par jour, qui compte 110 costumes et 4 castes différents qui vont interpréter 27 personnages différents dans l'histoire, avec donc plusieurs équipes et 44 interprètes au total. Alors Fanny, est-ce que tu peux maintenant nous pitcher cette comédie musicale C'est du délire? Alors, je vais pas trop vous en dire, mais simplement vous dire que ça se déroule donc dans le village gaulois, là où habite Astérix et Obélix, mais que Astérix et Obélix ne sont pas présents. C'est aussi une façon de développer l'histoire en parallèle en fait des narrations qu'on connaît, parce que voilà, c'est un moment où Astérix et Obélix ne sont pas au village, et on va donc suivre d'autres protagonistes inventés pour l'occasion. Un des personnages principaux, c'est Groupie du Pianix, un jeune homme qui veut devenir une star. Et son alter ego, si on peut dire féminine, c'est Sérotonine, qui, elle, veut devenir la première femme druidesse du village gaulois. Et je vous raconte pas spécialement ce qui se passe pendant ces 30 minutes, mais sachez simplement que comment est-ce qu'on fait chanter des Gaulois? On les fait chanter grâce à une potion magique. Donc on est dans quelque chose qui arrive à la fois à totalement être dans les codes d'Astérix, puisqu'on retrouve la thématique de la potion magique, et qui aussi arrive à justifier ce fameux truc générique de on va se mettre à chanter et danser au milieu de l'action. Oui, c'est un concept complètement méta où le fait que les personnages chantent va être justifié au sein du récit. Ça peut faire penser par exemple au fameux épisode musical de Buffy contre les vampires où le fait qu'il y ait des numéros musicaux, en fait, c'était dû à un sort qui avait été jeté sur la ville. Là, c'est un peu la même idée. C'est toujours ce truc pour les gens qui viennent voir un spectacle, qui sont pas forcément fans de comédie musicale et qui arrivent pas à accepter le fait que les personnages juste chantent et dansent naturellement, on a cette idée-là qui fait avaler la pilule plus facilement, quoi. Le fait que il y a une raison pour laquelle les personnages se mettent à chanter et danser. Il y a aussi beaucoup de distance en général prise par rapport au genre, ne serait-ce que parce que au tout début, là encore sans trop vous spoiler, on démarre plutôt sur quelque chose d'hyper aspirationnel, enchanté, la comédie musicale telle qu'on ça la représente, et il y a un oiseau qui tombe, un élément du décor qui tombe, et on désamorce un peu ce truc comique, qui est aussi une façon, là encore, de faire passer, comme tu disais, la pilule auprès des gens qui n'aiment pas ça, pour montrer qu'on va avoir aussi toujours cette fameuse distance méta à propos du genre. Alors Fanny, maintenant, déroule-nous un petit peu ton avis sur cette comédie musicale. Alors moi je pense que ça s'est déjà entendu par rapport à la façon dont j'en parle, mais j'ai absolument adoré en fait. J'ai été même, on va dire, surprise d'adorer autant. C'était vraiment un très chouette spectacle, une très bonne comédie musicale en matière de facture de spectacle. On a été le voir 2 fois dans la même journée, alors que moi au début j'avais un objectif de faire un maximum d'attractions aussi, mais voilà, on a quand même pris le temps de la voir 2 fois dans la journée. Et vraiment, ce que je trouve fondamental, c'est que c'est très intelligent d'avoir mis les moyens dans ce spectacle, de pas avoir fait une comédie musicale juste au cas où pour voir si ça peut fonctionner comme à Disney, mais d'y être allé à fond, voilà, d'avoir mis de l'argent, d'avoir confié ce projet à des gens qui, comme je le disais, connaissent à la fois très bien la comédie musicale et très bien Astérix. C'est un spectacle hyper entraînant, hyper beau, on en ressort avec le sourire et des mélodies en fait dans la tête qui tiennent tout à fait la route. C'est 30 minutes qui vont être super efficaces, comme je le disais, comme l'imposent, on va dire, les codes du parc d'attractions. On est sur des interprètes de très haut niveau. Là, pareil, quand on écoute les interviews que les auteurs ont données à propos du spectacle et du processus de création, ils ont reçu plus de 400 candidatures et sélectionné 40 personnes au total. Donc, on est vraiment sur la crème de la crème des interprètes de comédie musicale à Paris.
Ils sont tous hyper précis, c'est impeccable dans la réalisation, c'est très beau, comme je le disais, on a des décors nombreux, beaucoup de changements de décors, c'est une grosse machinerie. Les décors sont notamment signés de Julien Bertheva, qui est également l'auteur en fait de la zone Festival Toutatis, qui est une nouvelle zone thématique du parc, qui est d'ailleurs lui aussi un grand fan de comédie musicale. Les costumes sont également très nombreux, très soignés, très graphiques. En fait, on retrouve beaucoup l'esprit de la BD dans les costumes. Ça m'a notamment marqué sur, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais la coupe des robes de Bonne Mine ou de beaucoup de femmes dans Astérix, c'est quelque chose de très curieux. Tu sais, très, très centré à la taille, et après il y a une espèce de petite voilette. Enfin, c'est quelque chose qui fait très dessin. Et en fait, qu'on retrouvait sur scène de façon tout à fait convaincante. Donc, ça aussi, c'est assez remarquable. Et une fois de plus, on reste vraiment très fidèle à l'esprit d'Astérix, tout en étant pleinement dans une comédie musicale. C'est très drôle, il y a beaucoup de blagues, beaucoup de calembours, qui étaient, on sait, un peu la marque de fabrique de Goscinny. D'ailleurs, même sur les décors, il y a plein de petits détails, comme dans l'ensemble du parc, en fait, c'est dans le parc, il y a plein de blagues sur les panneaux. Là, sur le décor, il y a par exemple la chambre de Groupie du Pianix, qui est donc un fan de spectacle, où il y a les Spice Boys, les menhirs qui roulent, enfin tu vois, plein de petites allusions. Comme Astérix, c'est une comédie musicale qui est très méta, avec des références en pagaille, donc déjà des références à la comédie musicale, à Chantons sous la pluie, à West Side Story, à Ghost, aussi à Roméo et Juliette, et là encore je trouve que c'est très intelligent d'avoir puisé des références aussi auprès de la comédie musicale française, même si on va dire que le style de comédie musicale, on est vraiment dans une comédie musicale à la West End ou à Broadway. Mais il y a aussi des références à la comédie musicale française parce que c'est aussi ce que les gens connaissent. Et ça, je trouve ça super intelligent. Et on se souvient de ce que j'avais dit à propos de Spamalot, où à mon avis, c'était là qu'il fallait aller. Mais bref, pour le numéro Juice, mais on ne reviendra pas sur ce débat. Il y a aussi des références, évidemment, aux concurrents immédiats, qui est Disney, avec une espèce de parodie du numéro Bonjour de La Belle et la Bête. Une référence, évidemment, à Elsa qui dit « Je suis là », ou c'est Assurance Torix qui prend cette ligne de dialogue-là. Donc c'est à la fois un hommage à Disney, une façon pas forcément de le ridiculiser, mais voilà, de se moquer un peu, tout en montrant qu'on est gentiment sur le même terrain et qu'on peut s'entendre. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très bienveillant, je trouve, dans ces références à Disney, tu vois. C'est pas pour dire le parc Astérix, voilà, nous c'est un parc plus adulte et Disney c'est cucu. C'est pas du tout dans cet esprit-là. Ce que ça aurait pu être, tu vois, ça peut être une cible facile, je pense, sur ce domaine-là. Référence aussi, ça j'ai trouvé assez intéressant, au film adapté d'Astérix. Par exemple, il y a une référence à la fameuse réplique du personnage incarné par Édouard Baird dans la version Chabat, si je dis pas de bêtises. La phrase je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Voilà. Et des références aussi à la pop culture, Star Wars, Je suis ton père, bon voilà, des trucs assez classiques. Et aussi, là encore, sur les questions d'adaptation, des références à la chanson française, avec évidemment le nom Groupie du Pianiste, aussi référence à la chanson Il jouait du piano debout. Il est référence aussi à un moment donné au Stade de Gaulle, bon évidemment référence au Stade de France, ou encore à un interprète qui s'appelle John X, ou une chanson qui s'appelle Casser la voix, enfin voilà, autant de petites références à la chanson française. Et donc, outre ces références à Astérix, à la chanson française, à la comédie musicale, on est pleinement, je le disais, dans les codes aussi narratifs de la comédie musicale, parce qu'on va avoir la I Want Song au début qui va exposer les aspirations du personnage. On va avoir la chanson de camaraderie, et rien qu'en disant ça, j'ai la chanson dans la tête, tu vois, à quel point c'est fait « Mon rêve est mieux que le tien ». Enfin, c'est super efficace. Et on a aussi évidemment le grand numéro d'ensemble, un numéro de préparation des Romains, qui incorpore même un segment rappé. Donc on a même une petite référence à Hamilton. Enfin, on a tout ce qu'il faut vraiment dans ce spectacle. Il se réécoute très bien, il y a beaucoup d'extraits dispo sur Internet. Et en fait, nous, on est ressortis avec une seule interrogation. À quand la version complète, en fait? Parce que ça donne vraiment envie d'aller voir une comédie musicale adaptée d'Astérix, qui est franchement
pas quelque chose d'évident comme ça. Enfin, tu m'aurais dit ça, que j'aurais envie d'aller voir au théâtre une comédie musicale adaptée d'Astérix, qui soit autre chose que, voilà, juste le plaisir de retrouver les personnages. Mais là, vraiment, il y a des chansons cool, il y a des danses cool. On n'a pas parlé de la danse, hein, mais il y a aussi beaucoup de numéros d'ensemble, danser. On sait combien c'est pas forcément le cas dans toutes les comédies musicales qui sont produites aujourd'hui. Donc voilà, moi j'ai juste envie de dire, mais à quand le long métrage? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ce que je peux vous dire. Sinon, d'aller les voir. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, de vous documenter encore un peu plus. Alors, il y a beaucoup aussi de reportages, en fait, qui ont été faits sur cette comédie musicale, tout simplement parce que le parc Astérix veut communiquer sur ce nouveau spectacle dans lequel il a investi 3 millions d'euros. Donc les caméras ont été plus que bienvenues, hein. Il y a même, je crois, des trucs qui sont en train de passer en ce moment sur TF1 sur plusieurs parcs, mais aussi la production de cette comédie musicale. Et il y a aussi, j'en parlais tout à l'heure, beaucoup de podcasts qui ont eu la chance d'interviewer les auteurs de la comédie musicale. Je pense en particulier à nos collègues de Musical Avenue qui ont fait un numéro consacré à C'est du délire, donc en présence des auteurs. Et c'est vraiment hyper intéressant sur le processus de création. Donc allez, courez les écouter après nous avoir écoutés. Et écoutez aussi le podcast Rien que d'y penser, qui est un podcast parc d'attractions et plus spécifiquement Disneyland Paris, mais voilà, qui couvre différents parcs d'attractions. Et Rien que d'y penser ont aussi invité les auteurs. Et voilà, on apprend encore d'autres choses sur le processus de création et sur comment fonctionnent les comédies musicales et les spectacles au sein des parcs. Donc voilà, super intéressant les deux, donc courez les écouter. Ouais, on vous mettra toutes les références comme d'habitude, je le rappelle, sur notre site internet, on met tous les éléments bibliographiques dont on s'est servi pour préparer les épisodes. Donc là, ça sera principalement effectivement des épisodes de podcast, parce qu'il y en a eu beaucoup. Ça donne super envie tout ce que t'as raconté, Fanny. Ils sont aussi passés dans 42e rue, si je dis pas de bêtises, et je me souviens que c'était en live. Et ils ont chanté donc plusieurs morceaux et c'était effectivement hyper bien écrit, hyper entraînant. Donc voilà, une comédie musicale qui donne très très envie. J'ai hâte de pouvoir y aller. J'imagine que ça va rester longtemps. Enfin, les spectacles. Ouais. J'espère que dans quelques années je pourrai y amener ma fille. Enfin voilà. Donc. Et qu'on ira faire tout à Tis avec Léo. Non, peut-être pas tout de suite. Mais... Bon, comme Anna, elle connaît pas, je peux lui faire la blague. Elle va amener ma fille faire des trucs de malade. C'est quoi? C'est un truc hyper... C'est le dernier roller coaster, voilà. D'accord. Qui est instantanément, je me permets de cette antenne pour le dire, a été haussé dans mon top 1 ever des roller coasters parce que vraiment, il est à la fois hyper à sensation et hyper doux. En fait, c'est tout récemment que j'ai découvert qu'il n'était pas indispensable de se faire matraquer la tête et les cervicales pour prendre du plaisir dans un roller coaster. Donc maintenant, je veux des roller coasters doux. C'est génial parce que là, on ouvre tout un sujet de conversation. Si ça vous intéresse, on pourra faire des petits développements par d'attraction, mais faudrait que je me mette au niveau parce que alors moi, j'y connais rien. Moi, je suis allée une fois à Disneyland Paris quand j'étais petite, je l'avais déjà raconté. Si je suis allée quelques fois au Futuroscope parce que c'était pas très loin de chez moi. Et moi, je suis jamais allée au Futuroscope. Ah ben voilà, je pourrais t'emmener au Futuroscope, on pourra faire un échange. Bon, merci beaucoup Fanny, c'était super intéressant, j'espère que ça donnera envie à tout le monde d'aller voir cette comédie musicale. Voilà, c'est un épisode rapide sur un petit peu d'actu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode qui sera consacré à notre dernier film de l'année du All That Jazz Cinema Club. Petit rappel, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur les plateformes de podcast, tout ça, et puis à nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, on est toujours ravis d'échanger avec vous. Et on vous retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt.